qu'est-ce que c'est que ce plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé, ce PAEH, hein, parce que c'est important. Alors bien sûr, le PAEH, comme le PPS, il va se construire et s'élaborer sur la base d'une évaluation des besoins de la personne. Hein, c'est-à-dire qu'il faut d'abord évaluer les besoins. Hein, donc l'étudiant arrive à l'université. Il a bien sûr, c'est la suite de son parcours. Hein, auparavant, il était au collège et au lycée, bien sûr. Et donc là, il arrive à l'université. Eh bien, on doit évaluer ses besoins. Et c'est ce qu'on appelle une équipe plurielle. Hein, c'est la façon dont on nomme cette équipe, en collaboration bien sûr avec la MDPH et les autres partenaires. Hein, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait une continuité du parcours. Hein, il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Donc là, on a affaire à, l'étudiant entre dans un nouveau monde. Donc il est reçu par cette structure. Et cette structure, si elle veut évaluer ses besoins, elle doit se mettre en relation naturellement avec ses services extérieurs que sont la MDPH et les autres partenaires, c'est-à-dire tous les professionnels au fond qui ont suivi cet étudiant. Et je pense que si on l'appelle l'équipe plurielle, c'est justement pour ne pas la confondre avec l'équipe pluridisciplinaire qu'on rencontre dans la MDPH. Hein, là, c'est une équipe un petit peu différente et qui, justement, rassemble tous les professionnels qui vont être concernés par cette nouvelle situation, notamment les professeurs d'université, etc., qui vont suivre le nouveau parcours de cet étudiant qui entre à l'université. Alors ce plan, une fois qu'on a évalué les besoins de l'étudiant, donc va comporter ce qu'on appelle des mesures d'aménagement. Donc là, on ne parle pas des adaptations. C'est marrant, c'est vrai que le vocabulaire est un petit peu différent et c'est une bonne chose, hein, parce que là, on change de monde, hein, on entre dans un autre monde. Donc là, on parle de mesures d'aménagement. Alors ces mesures peuvent être, par exemple, l'étalement des unités d'enseignement sur plusieurs années. Hein, c'est vrai que certains étudiants peuvent avoir besoin d'un peu plus de temps que d'autres, hein, pour effectivement réaliser ces unités d'enseignement. Hein. Dieu sait que c'est vrai que dans un parcours, quand on entre en licence, eh bien, il y a un certain nombre d'unités d'enseignement qui doivent être validées. Eh bien, cette mesure décide que certaines de ces unités pourront être effectivement réalisées sur plusieurs années. Donc on augmente un petit peu le temps. Après, il y a les aides humaines, effectivement, qui peuvent concerner à la fois la prise de notes. Hein. Il y a certains étudiants, et notamment des étudiants autistes, qui peuvent avoir des difficultés dans la prise de notes. Alors, soit parce qu'ils ont des troubles associés de l'ordre de la dyspraxie, qui effectivement, ils ont du mal à écrire, etc. Et s'ils n'utilisent pas l'ordinateur, ça peut poser problème. Soit c'est encore une autre raison, parce que certains d'entre eux peuvent avoir des difficultés à la fois à écouter le cours et à prendre des notes et à écrire. Ou ils écoutent ou ils écrivent. S'ils se mettent à écrire, ils ne peuvent plus écouter. Donc c'est vrai que voilà, certains peuvent avoir besoin en effet d'une prise de notes. Le tutorat, je vais revenir sur cet aspect du tutorat, donc un accompagnement. Donc ça, c'est les aides humaines, hein, parce que la prise de notes et le tutorat concernent les aides humaines. Après, il y a les aides techniques. Hein. Donc c'est vrai, aménager certains supports, enfin, c'est vrai que là les supports visuels pour ces étudiants peuvent être importants, donc essayer de mettre en place des supports particuliers. Et puis ça peut être aussi l'aménagement des épreuves d'examen, des stages aussi, etc. Donc voilà, toutes ces mesures d'aménagement sont citées et voilà, elles devront être mises en place. Alors après, c'est vrai que dans ce guide, on insiste sur, parce que ça on en parle beaucoup aussi, c'est quelque chose d'important à l'université, sur l'acquisition de l'autonomie. C'est vrai que, et souvent d'ailleurs, les étudiants tout venant et qui ne sont pas handicapés, quand ils entrent à l'université, eh bien, éprouvent un certain nombre de difficultés, parce qu'alors qu'au lycée, ils sont très encadrés, etc., il y a vraiment
un cadre extrêmement précis, parfois un peu contraignant. Là, ils arrivent à l'université et c'est vrai qu'ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Et on sait très bien d'ailleurs que la première année d'université, pour un certain nombre de ces étudiants, eh bien, ça se solde par un échec. Il y a beaucoup d'échecs la première année parce que justement, cette autonomie n'a pas été vraiment préparée. Donc, l'université insiste beaucoup sur l'autonomie. Et là, comme il s'agit d'étudiants handicapés qui, par définition, justement, ont des problèmes d'autonomie, c'est pour ça qu'on va mettre en place un certain nombre d'aménagements. Donc, on précise que, attention, il ne faut pas aller trop loin tout de même dans ces aménagements parce que on risque de rendre l'étudiant handicapé un petit peu dépendant de ces aménagements. Donc oui, il faut les mettre en place, mais être vigilant. Et j'ai choisi là une citation où le problème est vraiment évoqué. On le dit, il s'agit d'être attentif à ce que les mesures d'accompagnement, donc qui vont apparaître dans ce plan, préservent l'autonomie. L'appel à des aides humaines mal adaptées, mal évaluées aux besoins de l'étudiant dans un environnement universitaire nouveau peut entraîner l'apprentissage de l'assistanat et provoquer l'inverse de celui escompté. Donc ce guide est clair, oui, on veut bien mettre en place des aménagements, mais attention, il faut être vigilant, il ne faut pas que l'étudiant devienne dépendant de ces aménagements, parce que là on tombe dans l'assistanat. L'objectif, c'est quand même qu'il devienne de plus en plus autonome. Donc il faut essayer, s'arranger pour faire en sorte que, oui, voilà, on va l'aider, on va mettre en place un certain nombre de choses, mais que petit à petit, il développe aussi son autonomie. Donc ça fait partie des objectifs. Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre du PAEH, donc, sachant que comme le PPS, c'est un document écrit, alors cet aspect est important parce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'y référer tout au long du cursus de l'étudiant, le garder en mémoire, etc. Et surtout, le guide insiste sur l'aspect revoir les aménagements. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'évaluer les besoins. L'étudiant arrive, on évalue ses besoins, on met ce plan d'accompagnement en place et puis on laisse l'étudiant développer son cursus. On va revoir régulièrement, comme on le fait pour le PPS au fond. Il faut absolument revoir régulièrement ce PAEH, revoir les aménagements proposés initialement. Il peut avoir besoin de nouveaux aménagements qu'on n'avait pas vus au départ. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut toujours tenir compte de la situation dans laquelle se trouve la personne. C'est difficile dès le départ, enfin l'étudiant ne s'est pas encore engagé dans son cursus, difficile de dire au départ vraiment tout ce dont il a besoin. Il y a des choses naturellement qu'on peut définir d'emblée, mais il y en a d'autres qui vont apparaître au moment où l'étudiant sera dans la situation. Donc, très important d'attendre que justement l'étudiant soit dans cette situation pour voir des besoins émerger qu'on n'avait pas vus dans un premier temps et pouvoir y répondre. Et dans cette structure, donc, sont prévus, sur la base de ce PAEH, des entretiens réguliers avec l'étudiant pour faire le point sur la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que si vraiment on suit toutes ces consignes, il y a vraiment là quelque chose d'intéressant et de susceptible, en effet, d'aider l'étudiant dans ce nouveau monde. Alors, si on regarde la catégorie troubles intellectuels et cognitifs, puisque l'autisme se trouve rangé dans cette catégorie dans ce guide, eh bien, comme on a rassemblé là les troubles intellectuels et les troubles cognitifs, on retient des caractéristiques qui sont très générales, en effet. Alors, ces caractéristiques générales, on les avait vues d'ailleurs dans d'autres textes qui concernaient les enfants ou les adolescents, la lenteur, la fatigabilité, les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention. Bon, là, c'est vraiment des caractéristiques très, très générales et pas sûr qu'elles concernent tout l'autisme, notamment pour la mémorisation, parce que là, justement, souvent, les autistes ont une mémoire extrêmement, extrêmement importante, et même au niveau de la lenteur, c'est pas sûr du tout. Mais là, justement, on parle d'une catégorie très générale. Alors, à un moment donné, l'autisme est quand même mentionné de façon assez précise. Et là, je cite la façon dont l'autisme est mentionné dans cette catégorie. Donc, on le présente comme une altération de certaines interactions sociales
associé à certaines habiletés cognitives, parfois au-dessus de la moyenne. Intéressant cette façon de présenter l'autisme, hein, parce que là, justement, par rapport à ce que j'ai dit dans la première partie, altération des interactions sociales, ça, c'est vrai, ça concerne en effet toutes les personnes autistes. Donc là, on est plutôt dans les difficultés, voire dans les déficits, et on ajoute certaines habiletés cognitives, parfois au-dessus de la moyenne. Et on mentionne, c'est le cas des étudiants diagnostiqués syndrome d'Asperger, pour lesquels certaines compétences sociales et non les diplômes posent parfois difficulté. Donc là, c'est vrai que voilà, on reconnaît à ces personnes des points faibles et des points forts. Hein. Elles risquent de rencontrer des problèmes au niveau social, hein, et là, il va falloir être particulièrement vigilant sur ce point. Mais au niveau cognitif, normalement, surtout là on est dans le haut du spectre, elles n'ont pas de problème particulier, et donc voilà, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il ne faudrait pas ranger l'autisme dans troubles intellectuels et cognitifs. C'est simplement, voilà, éventuellement sont définis comme troubles cognitifs. Alors, quelles adaptations sont proposées pour ce syndrome d'Asperger ? Alors, la première chose qui est dite, c'est s'appuyer sur les aménagements antérieurs. C'est-à-dire qu'effectivement, l'étudiant arrive, on ne le connaît pas, il n'est pas encore dans la situation qui est nouvelle pour lui, donc on va tenir compte de ce qu'on avait mis en place dans son cursus quand il était au lycée, par exemple, hein, pour justement mettre en place ces compensations. Et puis après, au bout d'un certain temps, on fera le point avec l'étudiant pour justement actualiser ces aménagements. Et parmi ces compensations, donc, qui sont recommandées pour ces autistes de haut niveau, la prise de notes, en effet, l'adaptation des documents, le tutorat, effectivement, c'est un aspect important, l'aménagement des épreuves, temps majoré, possibilité de pause entre deux épreuves. Et puis quelque chose, effectivement, qu'on n'avait pas vu apparaître jusqu'à présent, une salle à part. Une salle à part, ça c'est un aménagement en effet assez intéressant. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas devant des enfants ou des adolescents, on est face à des jeunes adultes qui ont effectivement des difficultés au niveau des interactions sociales, qui peuvent être même assez fatigués de cet environnement social au bout d'un certain temps, et bien leur permettre justement de se ressourcer dans une salle qu'on met à leur disposition. C'est une idée d'aménagement tout à fait intéressante. Hein, et là tout à fait spécifique à l'enseignement supérieur.